poursuit notre tour d'horizon un peu de ce qui bouge. On a été un certain nombre à mettre l'accent sur l'intelligence artificielle, le machine learning. Donc on souhaitait avoir un expert avec nous ce matin pour en parler. On a de la chance, on a avec nous le directeur technique de Microsoft, Bernard, s'il te plaît. Merci d'être avec nous. Bien, bonjour à toutes et à tous. On va effectivement parler un peu d'intelligence artificielle ce matin ensemble. Donc le deep learning est un pratiquement buzzword aujourd'hui, rentré dans le domaine public à travers, par exemple, la multiplication de nos assistants personnels, de leur capacité de reconnaissance vocale, le fait qu'on utilise presque sans le savoir ce type de technologie au quotidien, quand on utilise un moteur de recherche, ou encore que quand la Poste trie pour nous l'ensemble de nos lettres en reconnaissant automatiquement, par reconnaissance optique de caractères, les codes postaux que l'on fait figurer sur nos enveloppes, pour ne pas citer les différents gains de parties qui ont été mentionnés ce matin, que ce soit au jeu de Go ou plus récemment encore au jeu de poker. Donc, si on regarde un tout petit peu les dernières vagues, je ne les ai pas toutes illustrées ici, de l'innovation dans le numérique, il y a eu évidemment l'arrivée de la vague du PC, celle de l'Internet, celle du mobile. Ce qui est certain, c'est que ces vagues n'ont pas nécessairement pris la place des vagues précédentes, elles continuent de coexister. Et je pense que ce que l'on pourrait qualifier de quatrième vague, celle de l'intelligence, sera très probablement beaucoup plus puissante que les vagues précédentes, parce qu'en fait, l'intelligence a pour vocation d'envahir tout le monde du numérique, et elle ne va pas manquer de le faire. Si on essaye de remettre un peu les choses en perspective, l'intelligence artificielle démarre il y a déjà fort longtemps. De manière un peu historique, on fait figurer 1956 comme étant l'âge ou la date à laquelle Marvin Minsky et John McCarthy notamment se réunissent pour effectivement définir ce qu'ils voyaient comme étant le futur de l'intelligence artificielle. Et on ne peut évidemment pas oublier de mentionner le rôle d'Alan Turing, qui pose une question éminemment provocatrice à l'époque. Les machines peuvent-elles penser ? Je ne sais pas si on a été capable de répondre positivement à ces questions depuis lors, mais toujours est-il en tout cas que l'aventure de l'intelligence artificielle commence il y a très longtemps, et elle a été, on va dire, au cours de son histoire, traversée par ce que l'on pourrait appeler des hivers, des périodes pendant lesquelles les promesses extraordinaires qui avaient été imaginées n'ont pas été tenues. Il y en a eu au moins deux, et on peut considérer que le deep learning dont il est question ce matin constitue probablement un nouveau printemps de l'intelligence artificielle. Et donc c'est de ce printemps que l'on va essayer de parler un peu ensemble. Donc, pour être capable de se projeter dans une quelconque vision de l'intelligence artificielle, il faut bien évidemment que l'on donne aux ordinateurs la faculté de comprendre le monde, en leur donnant vision, parole, compréhension du langage et bien sûr connaissance. Cette capacité avait été imaginée dès l'origine par Marvin Minsky notamment, et le fait est que ce sont des sujets sur lesquels le deep learning a apporté énormément, en particulier autour des trois premiers sujets, puisque, on va le voir dans un petit instant, il y a eu des progrès assez remarquables en matière de vision par ordinateur, de reconnaissance de la parole et du langage, et ce sont des éléments évidemment très importants qui contribuent à ce printemps. Pourquoi est-ce que ce printemps arrive aujourd'hui ? À la fois parce que les capacités de calcul présentes aujourd'hui, c'est un sujet qui a été abordé ce matin avec Thierry Breton, et on y reviendra peut-être tout à l'heure,
c'est clair qu'à travers les capacités de calcul virtuellement sans limite offertes par le cloud computing, les capacités nécessaires pour exécuter des algorithmes extrêmement puissants, en particulier ceux relevant du deep learning et donc des réseaux de neurones profonds, nécessitent des capacités de calcul extrêmement importantes pour entraîner les modèles. Et donc l'arrivée de ces capacités de calcul, de ces algorithmes puissants, et bien sûr des données massives, puisqu'on est ici dans des capacités d'apprentissage des ordinateurs, de ce que l'on appelle communément le machine learning, cette capacité que les ordinateurs ont d'apprendre à partir des données. On a besoin de la conjonction de ces trois facteurs pour être effectivement capable d'apporter cette révolution, ou à tout le moins ce printemps. Si on regarde ce que fait l'intelligence artificielle dite classique, elle va être capable, si on regarde l'image de cette route qui est en haut à gauche, de pouvoir séparer des zones, une zone routière, une zone avec un champ cultivé, et puis l'horizon du ciel. Donc on est dans une approche qui est essentiellement linéaire dans la capacité à classifier des environnements, typiquement dans le cas qui nous intéresse ici sur la reconnaissance d'une scène. Quand on introduit cette notion de réseau de neurones, qui n'est évidemment pas sans chercher au moins de manière à tisser une forme d'analogie avec les neurones qui constituent notre cerveau, on voit ici un noyau d'un neurone avec les dendrites qui en fait sont l'ensemble des filaments qui vont alimenter le neurone, et puis ensuite la fin qui est l'axone qui va permettre effectivement éventuellement de se connecter à un autre neurone et donc de créer cette notion de réseau de neurones. Cette idée, elle a été conceptualisée au niveau informatique dans la fin des années 30 et elle a permis de mettre sur pied ce que l'on appelle des réseaux de neurones artificiels qui en fait reposent essentiellement sur la capacité d'aller interconnecter toute une série de neurones entre elles, avec ici ce que l'on appelle dans un réseau de neurones des couches cachées, avec des capacités d'avoir une entrée, typiquement ici l'image d'un chien, que l'on va avoir la possibilité de décomposer à travers ce qu'on appelle un réseau de neurones convolutionnels, mais je ne vais pas rentrer dans des détails techniques trop avancés à ce stade, pour être capable, en finale, de pouvoir détecter de quel type de chien il s'agit, et donc de reconnaître qu'il s'agit effectivement d'un labrador. Une des choses très intéressantes que permettent de faire les neurones, et les réseaux de neurones artificiels en particulier, c'est de pouvoir, de la même façon qu'au sein de notre cerveau, avoir la possibilité, à chaque fois que l'on franchit des couches de réseaux de neurones, d'augmenter un niveau d'abstraction dans la compréhension de ce que l'on regarde. Et donc, une des raisons pour lesquelles les réseaux de neurones sont si prometteurs pour être capables de reconnaître ce qu'on appelle des patterns, c'est tout simplement à cause de cette caractéristique qui fait qu'on va commencer à reconnaître des lignes et des points, puis des formes géométriques, et petit à petit, ce qui va constituer l'oreille d'un chien, son museau, ses pattes, etc. Donc si on regarde ce sujet a fait, on va dire dans les 10 dernières années, des percées absolument extraordinaires. Là, je visualise une araignée qui est reconnue sur le fond de verre, qui est visualisée sur la photo. Et en fait, on a été capable, il y a à peu près 2 ans, de battre un record dans la reconnaissance d'une base de données d'images. En fait, il y a un benchmark standard qui existe entre l'ensemble des spécialistes en réseau de neurones qui s'appelle ResNet, qui permet de travailler sur 1 million d'images pour réussir à entraîner un modèle au sein desquels on va avoir 100 000 images qu'il convient de classifier en 1000 catégories distinctes.
Et en fait, relativement récemment, donc en 2015, les équipes de Microsoft Research ont été capables à la fois de battre l'ensemble de la concurrence, mais, et c'est surtout ce qui est le plus intéressant, de battre pour la première fois l'être humain dans sa capacité à reconnaître les images, en sachant que l'humain est extraordinairement bien câblé pour reconnaître des images. C'est une des choses que l'on fait le mieux. Et donc concrètement, si on regarde qu'est-ce que ça donne dans une vidéo, voilà ce que ça peut vous donner un peu une idée de ce que ça permet de faire. I'm Saqib Sheikh. I lost my sight when I was 7, and shortly after that I went to a school for the blind. And that's where I was introduced to talking computers, and that really opened up a whole new world of opportunities. I joined Microsoft 10 years ago as a software engineer. I love making things which improve people's lives. And one of the things I've always dreamt of since I was at university was this idea of something that could tell you at any moment what's going on around you. I think it's a man jumping in the air doing a trick on a skateboard. I teamed up with like-minded engineers to make an app which lets you know who and what is around you. It's based on top of the Microsoft Intelligence APIs, which makes it so much easier to make this kind of thing. The app runs on smartphones, but also on the Pivot Head smart glasses. When you're talking to a bigger group, sometimes you can talk and there's no response and you think, is everyone listening really well, or are they half asleep? And you never know. I see two faces, 40-year-old man with a beard looking surprised, 20-year-old woman looking happy. The app can describe the general age and gender of the people around me and what their emotions are, which is incredible. One of the things that's most useful about the app is the ability to read out text. Hello, good afternoon. Here's your menu. Great, thank you. I can use the app on my phone to take a picture of the menu, and it's going to guide me on how to take that correct photo. Move camera to the bottom right and away from the document. And then it'll recognize the text. Read me the headings. I see appetizers, salads, paninis, pizzas, pastas. Years ago, this was science fiction. I never thought it would be something that you could actually do, but artificial intelligence is improving at an ever faster rate, and I'm really excited to see where we can take this. As engineers, we're always standing on the shoulders of giants, building on top of what went before. And in this case, we've taken years of research from Microsoft Research to pull this off. I think it's a young girl throwing an orange frisbee in the park. For me, it's about taking that far-off dream and building it one step at a time. I think this is just the beginning. On vient de voir ce qu'il est possible de faire avec la vision par ordinateur. On voit exactement le même phénomène qui se passe dans le cadre de la reconnaissance de la parole. Donc là aussi, on a récemment battu pour la première fois l'homme dans sa capacité à reconnaître la parole, en particulier dans la capacité finalement de se mesurer à une personne qui fait de la télétypie et qui a la possibilité de prendre en temps réel un texte et de voir que finalement on était capable de retranscrire le texte avec autant et encore en l'occurrence plus de précision. Et donc là aussi, ça a permis de donner naissance à une technologie que vous utilisez peut-être, qui s'appelle Skype Translator, qui permet effectivement de parler dans une langue et d'avoir son interlocuteur qui vous entend dans la sienne, et réciproquement. Mais ça permet aussi d'imaginer, de faire des choses assez incroyables, toujours dans un domaine particulier au service des personnes handicapées. Cette fois-ci, c'est pour les sourds. About 320 million people in the world with deafness, 21 million in China. And we've been working on some technology with MSR to help solve that problem for the world. So I'd like to invite Dan, who's visiting us from China, and she's deaf, and she speaks Chinese Sign Language. I do not speak Chinese Sign Language. I'm Irish. I barely speak English. So
we are going to try and communicate with one another using this technology. So, quiet. Welcome, Dandan. Can you tell me how you got involved in this technology? It's translating it to, hopefully, Mandarin. So we're using the Kinect sensors to look at the sign. It's translating what it picks up into Mandarin and then translating it to English, so hopefully I will understand what she says. When I was a child, my dream was to create a machine for people with hearing impairment. Thanks, Microsoft. Thank you, Chief. Ce que vous voyez ici, c'est finalement l'enchaînement de plusieurs technologies qui font appel au deep learning. Le capteur Kinect, qui est capable de reconnaître l'ensemble des gestes qui sont réalisés par cette chinoise en langue des signes, suivi par une traduction automatique de mandarin en anglais, la synthèse vocale et réciproquement. Donc en fait, vous voyez ici une illustration du machine learning à ses capacités nominales, telles qu'on est capable de les mobiliser aujourd'hui pour changer la vie d'un certain nombre d'habitants de la planète Terre. Notre objectif en tant que société n'est autre que de démocratiser l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on considère qu'il n'y a aucune raison que l'intelligence artificielle reste dans une tour d'ivoire. On a des informations à ne plus savoir qu'en faire. Il faut donner à tous le moyen d'en tirer parti. Et donc pour ça, on a effectivement la volonté, à travers nos produits, nos services, nos technologies, de démocratiser cette intelligence artificielle pour chaque individu et chaque organisation. Ça se traduit par une volonté assez simple qui consiste à amplifier l'ingéniosité humaine. Aujourd'hui, le machine learning peut être embarqué absolument partout. L'intelligence peut être présente dans des agents personnels, dans des applications, dans des services, avec une infrastructure permettant effectivement de la mettre en œuvre. En termes d'agents, on parle de capacité de plus en plus à mettre en œuvre une intelligence conversationnelle à travers des agents personnels et à travers des bots. Ces agents personnels, c'est par exemple tous les assistants virtuels tels que Cortana qui est présenté ici. Il en existe d'autres ailleurs. Cortana est disponible sur toutes les plateformes du marché, donc il y a effectivement la volonté de l'utiliser et de lui permettre de suivre l'ensemble des utilisateurs partout. On parlait des bots. Nous pensons de manière extrêmement claire que ces bots qui vont être spécialisés pour accomplir un certain nombre de tâches à travers ces assistants personnels vont devenir les nouvelles apps, c'est-à-dire que l'impression où l'on a un océan d'icônes sur son smartphone qu'il faut invoquer les uns derrière les autres ou les unes derrière les autres pour réaliser une tâche nous paraît relever un peu du passé. Et puis, tout cela va tirer parti de services cognitifs qui sont par exemple ceux qui ont été présentés tout à l'heure quand on voit l'aveugle qui interroge à travers sa lunette connectée le monde qui l'entoure et on a la possibilité effectivement de lui répondre. Tout ça est réalisé à travers des services cognitifs qui sont mis à sa disposition dans le cloud. Puisqu'on parle de cloud, le cloud Microsoft s'appelle Azure. Notre objectif est de créer le plus gros superordinateur à destination de l'intelligence artificielle de la planète à travers un recours massif à la fois aux processeurs graphiques, les GPU, mais aussi et surtout à ce qu'on appelle des FPGA, c'est-à-dire des ordinateurs reprogrammables. FPGA, ça veut dire Field Programmable Gate Array. Et donc notre objectif à travers ces éléments, c'est de créer
le plus gros ordinateur de la planète disponible pour l'intelligence artificielle. Et je ne peux pas m'empêcher de rebondir sur les propos qu'a tenus Thierry Breton tout à l'heure à propos de l'informatique quantique. L'idée que l'informatique quantique soit disponible dans une dizaine d'années, je pense que c'est extrêmement pessimiste. Je serais extrêmement surpris que dans moins de 5 ans, on n'ait pas un ordinateur quantique d'usage général. Je ne parle pas de ceux qui existent aujourd'hui, qui ne font que du recueil simulé. Donc cette perspective me semble extrêmement réaliste. On a des approches très originales sur ce sujet. On travaille sur l'ordinateur quantique depuis 1999 chez Microsoft, à travers une particule très originale qu'on appelle le fermion de Majorana, qui est à la fois particule et antiparticule. Donc c'est un objet subatomique extrêmement étrange, qui avait été prédit par un physicien italien qui s'appelle Ettore Majorana dans les années 30 et qui est en train de devenir une réalité non plus seulement théorique, mais physique. Quand on regarde les scénarios d'usage de cette intelligence artificielle et ce deep learning, on va trouver des capacités de personnalisation ubiquitaire des relations entre les entreprises et leurs clients, une capacité de leur offrir de meilleurs produits et de meilleurs services, la capacité d'automatiser les processus métiers, leur offrir la possibilité de passer du batch au temps réel. Tout cela en ayant la possibilité de réduire le coût de l'incertitude. Une des questions qui n'a pas été abordée ce matin, bien sûr, mais qui est une question que je ne peux m'empêcher de poser, c'est bien sûr la question qui est en écho à la question de Turing, les ordinateurs ou les machines peuvent-elles penser? La question qu'on peut se poser, c'est peuvent-ils créer, inventer, imaginer, peindre? On n'aura pas le temps de voir une vidéo. Vous voyez ici un tableau. Pour ceux qui connaissent bien la peinture, c'est un tableau qui semble être un tableau de Rembrandt. Il se trouve que non, ce n'est pas un tableau de Rembrandt. C'est un tableau qui a été entièrement conçu par ordinateur, en imitant Rembrandt, en imprimant en 3D le dit tableau. Donc on ne passera pas la vidéo, mais je vous invite à la regarder. C'est absolument bluffant. Et donc, qu'est-ce qu'on voit dans cet exemple? On voit simplement l'ordinateur qui imite, qui fait comme Rembrandt, en produisant un tableau qui, effectivement, permet de refaire vivre, 300 ans après, l'illustre hollandais. Mais, pour autant, ça n'est pas, au sens où on peut l'entendre, l'ordinateur et le deep learning qui met à notre service une nouvelle créativité, une capacité finalement de prendre notre place, puisque c'est une des questions, bien sûr, qui souvent se posent quand on évoque le sujet de l'intelligence artificielle. Les ordinateurs vont-ils un jour prendre notre place? À ce jour, on en est à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle étroite, qui permet de traiter un problème. Typiquement, les algorithmes utilisés en reconnaissance vocale ou en reconnaissance d'image ne sont absolument pas les mêmes. Nous, on est capable, en tant qu'humains, de reconnaître aussi bien des images que des sons ou des paroles. Donc on n'en est pas à ce qu'on pourrait appeler l'intelligence artificielle générale, où un ordinateur serait effectivement capable de faire ce que nous faisons. Donc si on essaye de se propulser dans les années 2030, puisque tel était l'objectif fixé par l'IDAT, je pense qu'on peut imaginer que l'intelligence en 2030 sera tout autour de nous, partout, dans toutes nos interactions avec le monde qui nous entoure. Cette intelligence sera en symbiose avec nous. Elle n'aura pas nécessairement pour but de nous remplacer, mais nous augmenter. Tout cela dans un contexte où il ne faudra pas perdre de vue un point extrêmement important autour du développement du deep learning, de l'intelligence artificielle d'une manière générale, qui est la question de l'éthique. Derrière tous ces algorithmes, question posée il y a quelques années par le Conseil d'État sur le droit des algorithmes, il y a des questions de transparence, il y a des questions de biais algorithmiques potentiels,
il y a des questions de discrimination entre des humains réalisés par des algorithmes, par exemple. Donc en fait, la question de l'éthique est une question extrêmement importante. Et si ça vous intéresse de connaître la position de Microsoft sur ce sujet, il y a une interview qui a été réalisée par Satya Nadella, le PDG de Microsoft, sur Slate, il y a à peu près 1 an, qui fonde l'ensemble des principes d'éthique sur lesquels nous nous basons. Mais je pense qu'on ne peut pas imaginer de développer ce type de technologie sans les faire reposer sur des principes éthiques extrêmement clairement définis. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une excellente journée.